d'accord, durant cette année, comment vous allez procéder. Je pense que vous avez déjà commencé, normalement. Dites-moi. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler vos mémoires? Pas encore. Not yet. Pas encore? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on Oui, vous je vous entend, entends. docteur. Très bien. Donc, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler vos mémoires? Oui, pour un début, oui. Pour un début, un petit peu. D'accord. Donc, est-ce que vous avez déjà vos thèmes? Oui. Oui. Docteur, pas de manière non claire. D'accord. Donc, c'est docteur Ahmed, vous êtes au niveau du CPMC. Non, CHUT, c'est Ah, Tizi Ouzou. Donc, vous allez travailler sur quoi? sur la sûreté professionnelle. Sur DITE. D'accord. Docteur Chebini, vous êtes au CPMC. D'accord. Et vous allez travailler sur quoi? D'accord. Donc, on aura cette année 2 sur DITE. Docteur Kéris. Très bien. Docteur Kéris. Ah, non. Non, c'est Dr. Bouhba. Je connecte avec un autre compte, un autre mail. D'accord, ok. Parce que je pense Dr. que Bouhba, allez. D'accord. TMS. Donc, j'ai fait les TMS chez le secteur, donc le secteur hospitalier. Chez le Hospitalier, personnel. d'accord. Très bien. Docteur Tebal, Je vais travailler sur stress professionnel chez les téléopérateurs. CPM, c'est Malinté. Non, Blida. Ah, Blida, d'accord. Très bien. Bouslimani. Enfin, je vais m'intéresser à la problématique des aménagements de poste dans une unité de production. Travailler. Donc, l'objectif de notre cours aujourd'hui, c'est que vous sachiez comment réaliser votre étude. D'accord? Donc, parce que vous, en tant que mémoire que vous allez réaliser, c'est une étude épidémiologique, d'accord, qui se fera en milieu de travail. Donc, est-ce que vous voyez l'écran, Agda? L'écran, est-ce que comme tu fais la présentation? Oui. Oui. La première, très bien. Introduction, oui. Très bien. Donc, on commence. Donc, l'objectif principal de la réalisation d'une étude en épidémiologie et santé au travail, c'est la prévention par l'identification des conséquences de l'exposition professionnelle sur la santé. Donc, vous faites votre mémoire. C'est une obligation pour la 4e année. Mais l'objectif réel, c'est que vous allez faire une étude et que vous allez essayer d'identifier des risques, de démontrer le lien de ces risques avec l'exposition. Donc, c'est ça l'objectif des études en milieu du travail. D'accord? Donc, et à la finalité, c'est de faire et de mettre en place des programmes de prévention. Donc, je vous invite à la fin de votre mémoire, Inch'Allah, de faire des recommandations aux entreprises que vous allez prendre en charge. Ça veut dire, si vous allez faire votre étude au niveau d'une entreprise, la fin de la mémoire j'ai mémoire il faut essayer de rédiger un petit rapport de votre étude. Parce que lorsque vous allez faire votre mémoire et votre étude, c'est une étude qui aura des objectifs. Et du moment que votre entreprise a donné l'accord, il faut à la fin donner des recommandations suite aux objectifs que vous avez atteints et vous êtes fixés. Quand vous allez les atteindre, vous allez faire des recommandations que je vous invite à remettre aux différentes entreprises. Donc, l'objectif des études épidémiologiques en milieu de travail, c'est surtout la prévention. C'est la finalité de ces études. D'accord? Donc, les enquêtes en milieu de travail vont permettre de recueillir et de regrouper des données sur le vécu des situations de travail pour permettre de mettre en exergue les relations de cause à effet, qui m'a par exemple celle qui va faire une étude sur les troubles du sommeil et le travail posté. Elle va essayer de démontrer, vous allez essayer de démontrer qu'il y a une relation entre le travail de nuit et les troubles du sommeil. D'accord? C'est l'objectif de votre étude. Donc, aux finalités de toute enquête étant de produire des résultats qui serviront à la prévention des maladies professionnelles et des accidents de travail. Donc, réaliser une enquête épidémiologique au milieu de travail par le médecin du travail semble des fois mission impossible, sinon difficile. Moi, je dirais que c'est plutôt difficile, ce n'est pas impossible.
Donc, parce que du moment que vous êtes des médecins, vous avez déjà un petit esprit scientifique, un petit esprit de raisonnement. Et les études en milieu du travail ou tout court des études épidémiologiques, il suffit juste d'avoir un petit sens de raisonnement. D'accord? Donc, ce n'est pas impossible. Dites-vous que c'est difficile, mais c'est faisable. D'accord? Donc, ce qui rend difficile un peu ces enquêtes, c'est que le médecin du travail est souvent isolé. C'est l'unique acteur de prévention en milieu de travail, avec qui aura en même temps une activité de surveillance médicale et qui essaiera de faire des enquêtes sur le milieu du travail. Donc, je précise beaucoup je vous invite que même lorsque vous serez santé publique, donc inchallah votre résident, que vous serez des médecins spécialistes, n'hésitez pas à faire des études épidémiologiques. Ne vous fixez pas que l'étude épidémiologique, on la fera que le résident et c'est bon. Parce du moment que inchallah vous allez devenir des spécialistes santé publique, vous aurez des concours à passer, mais chez la maîtrise, même le concours de l'évolution de carrière, vous serez obligé de mettre en avant des études et des présentations et des communications. Ce sera le moment de faire des études sur les lieux du travail. D'accord? Est-ce que vous me fille? D'accord, Inch'Allah. Très bien. Très bien. Donc, acteurs de prévention diminue des moyens techniques et financiers, c'est vrai, on a les méthodes du travail, et ignorant si une telle enquête lui permettrait réellement de répondre à la question qui se pose. D'ailleurs, a-t-il vraiment formulé la question qu'il va se poser lors des études épidémiologiques? Donc, c'est la question que je vais vous poser. D'abord, je dirais que l'intérêt de l'enquête que vous allez faire, c'est intellectuel, recherche médicale et aussi réglementaire qui marque comme répondre aux objectifs de prévention. Donc, le premier devoir d'un chercheur est de mettre en monde scientifique au courant de ses découvertes. Les résidents, quand ils font leur mémoire, je vous invite à les publier, à faire des communications et à faire des posters. C'est très important de mettre en avant votre travail. D'accord? Donc, en général, dans les études épidémiologiques en milieu du travail, leur objectif, c'est de définir les principales étapes. Donc, l'objectif de notre cours aujourd'hui, c'est de préciser les principales étapes d'une enquête épidémiologique. Et aussi, je vais essayer de vous montrer comment on va mettre en place, on mettra en place cette enquête épidémiologique en milieu du travail. Donc, les principales étapes d'une enquête épidémiologique de façon générale, mais pas spécifiquement pour la médecine du travail, passera par 3 étapes. Comme la phase préliminaire, la phase de planification et la phase de réalisation. D'accord? Donc, les 3 étapes lorsque vous allez entamer et lorsque vous allez réaliser votre enquête. Je vais faire un petit tour par rapport à la table. Donc, dites-moi, docteur Ahmed, vous êtes au niveau de quelle phase? Les phases. Donc, la phase préliminaire, on va dire que c'est une phase plutôt de réflexion. La phase de planification, c'est plutôt… La phase de planification, c'est plutôt une phase, vous allez planifier comment vous allez procéder. Et la phase de réalisation, c'est que vous êtes déjà sur le terrain. Donc, docteur Ahmed, comme c'est affiché Boutou, donc je ne sais pas, donc vous êtes au niveau de quelle phase? Donc, je suis dans la phase entre la planification et la réalisation. Donc, j'ai commencé à faire une cartographie dans l'atelier. Ah, d'accord, ok. Donc, vous êtes plutôt dans la réalisation. Oui. D'accord. Docteur Chebini. Ah, Makacho. Ah, d'accord, ok. Docteur Chebini, vous êtes plutôt dans quelle phase? Ah, donc ça va, vous avez bien avancé, vous êtes dans la réalisation. Ah, d'accord, on va en parler, donc. Docteur Esma, bon, vous êtes docteur Kéris, vous êtes qui le nom? Docteur Bouabesh. Bouabesh, c'est bon. Je suis dans la phase de planification. Ah, d'accord. Docteur Tebal? Pareil, je suis dans la phase de planification. Planification. Bouslimani? Début planification également. D'accord. Donc, ça va, vous avez déjà fait la phase préliminaire. C'est bien, Meddah? Phase de réalisation. Très bien. Et docteur Rihani?
Planification, d'accord. Donc, la plupart à la combien, vous avez bien avancé, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez bien fait la phase préliminaire ou là. La phase préliminaire, c'est la première étape de toute étude épidémiologique, d'accord? C'est la nature exacte de ces questions ainsi que le contexte dans lequel doit se dérouler l'enquête qui vont imposer le choix d'une méthode d'investigation particulière et ses modalités de réalisation. Donc, faites la première étape, la phase préliminaire, fera trois, on va dire, trois étapes ou trois réflexions. D'abord, définir les objectifs de votre étude. Ensuite, et en parallèle, faire la bibliographie. Troisièmement, c'est la vérification préalable. Donc, c'est les trois éléments les plus importants d'une enquête. Si cette étape ou cette phase préliminaire n'est pas faite convenablement, sans réflexion ou sans recherche bibliographique efficace, l'étude n'aura pas l'impact ou le résultat qu'on cherche. D'accord? Donc, pour la définition des objectifs, il faut être dès le départ précis. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait une grande précision des objectifs de l'enquête, c'est-à-dire les questions qu'on doit se poser doivent être bien précises. Dans les mémoires, bon, là, je focalise bien sur le mémoire parce que pour moi, l'objectif, c'est quand vous terminez le cours, vous avez déjà les idées claires par rapport au mémoire, comment il va se dérouler. Donc, dans le mémoire, il ne faut pas se fixer beaucoup d'objectifs. Il faut se fixer un objectif principal et se fixer des objectifs secondaires. Donc, faire un seul objectif principal, c'est autour duquel se déroule votre mémoire, et des objectifs secondaires. Deux, on peut faire en général 2 ou 3 objectifs secondaires. 2, c'est déjà suffisant secondaire. Là, vous avez déjà atteint l'objectif principal, c'est déjà bien. Donc, ces objectifs doivent préciser la population étudiée, la pathologie qui est prise en compte et les facteurs éventuels qu'on cherche à mettre en relation avec la pathologie. Je prendrai par exemple celui qui va travailler sur les aménagements de postes de travail au niveau d'une entreprise de peinture. Donc, j'imagine que votre objectif, c'est Dr Bouslimani. Votre objectif, c'est de connaître c'est d'identifier les facteurs, voilà, les facteurs ou les motifs qui concourent à ces aménagements de poste. Donc, ce n'est pas les motifs des aménagements de poste. Vous allez plutôt chercher on va chercher les raisons. Exactement, voilà. Pourquoi ces aménagements de poste? Très Tout bien. à Donc, fait. ça, il faut que vous le définissiez comme un objectif principal. D'accord? Et que ça soit bien défini et bien formulé dans votre présentation. D'accord? Donc, la mise au point d'objectifs nécessite de prendre en compte 3 axes, l'utilité et l'intérêt de l'étude, la faisabilité et la possibilité de conclure. Ça veut dire, est-ce que c'est possible que je termine mon travail? Est-ce que mon travail est faisable? Donc, est-ce que l'objectif que je me fixe est faisable? Et est-ce que mon étude va apporter quelque chose sans utilité et sans intérêt? Donc, c'est à ce moment-là qu'on va se dire, on se lance dans notre travail ou pas? Et je me lance dans ma recherche ou pas. Par exemple, je dirais quelqu'un qui veut faire une étude sur les TMS en milieu hospitalier. Je vais me dire, il faut que votre objectif doit être posé suite à des questionnements. D'accord? Couramment, la problématique fait le mémoire. D'accord? Donc, si je me pose des questions, c'est ces questions qui sont la problématique. Je veux faire quelque chose, j'ai un problème. Je veux le résoudre. L'objectif, c'est de résoudre ce problème. Donc, la question que je me pose, c'est la problématique. D'accord? Et de la problématique, vous allez avoir l'objectif de votre étude. Par exemple, les TMS en milieu hospitalier, peut-être vous avez reçu plusieurs plaintes de la part de je ne sais pas, ce que vous avez formulé, vous avez identifié la population TARAC en milieu hospitalier, docteur Bouabache? Oui, c'est les femmes de ménage. Très bien. Donc, probablement, vous avez eu beaucoup de plaintes et vous vous êtes questionné pourquoi j'ai beaucoup de plaintes si je me trompe pas si je me trompe pas, d'accord? Vous vous êtes posé la question, pourquoi j'ai beaucoup de TMS ou pourquoi je reçois beaucoup de troubles musculo-squelettiques chez les femmes de ménage? Est-ce que c'est ça ou là plutôt vous êtes dans la recherche de la prévalence des TMS?
Docteur Bouabache. Docteur Bouabache. Non, docteur, je suis là, justement, je suis en train de réfléchir. C'est ça, justement, je suis en train de rechercher, à vrai dire, les causes. Ah, d'accord, ok. Donc, votre réflexion, c'est de voir pourquoi il y a ces TMS. Ce n'est pas la prévalence. Très bien. Non, ce n'est pas la prévalence. Très bien. Donc, bien sûr que lorsque vous allez vous fixer des objectifs, il faut voir, des fois, c'est nécessaire de faire une étude préliminaire, d'accord, sur des effectifs réduits, ce qu'on appelle les études pilotes ou les études de faisabilité. Et je préciserai aussi que pour les objectifs, lorsque vous allez les présenter sur votre mémoire, il faut les mettre la fin de l'introduction, d'accord? Donc, je ferai comme faire la fin. Je reprécise que par rapport aux objectifs, ils doivent être initialement, lorsqu'on va les faire ou les définir de façon imprécise, on aura des biais. Donc, il y aura des erreurs dans votre étude. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les objectifs doivent être bien définis. Comme je vous ai dit, il faut faire un objectif principal et des objectifs secondaires. Il ne faut pas se noyer, faire 2 objectifs, 3 objectifs principaux. Parce que dans toute étude épidémiologique ou tout travail de recherche, et on doit se focaliser sur un seul objectif qu'on doit atteindre. Si on n'atteint pas les objectifs secondaires, c'est pas grave, mais c'est surtout l'objectif principal que nous devons atteindre et répondre à ce questionnement. D'accord? Donc, pour formuler vos objectifs, donc pour savoir comment les rédiger ou qu'est-ce que vous cherchez, il faut poser certaines questions. Donc, que voulons-nous précisément? D'accord? Donc, il faut se poser cette question, même tous les thèmes que vous avez donnés, il faut vous poser la question, qu'est-ce que je cherche par rapport à mon thème? D'accord? Quel résultat je veux atteindre? Donc, je dirais par exemple les TMS agroalimentaires. Je donne un exemple. Quels résultats espérons-nous? Donc, je cherche à avoir la prévalence des TMS en agroalimentaire. Docteur Bouabchar, TMS au milieu hospitalier, mon objectif, quelles sont les étiologies ou quels sont les facteurs de risque de ces TMS? C'est ce que je cherche à comprendre par rapport à mon étude. Il faut se poser aussi quels sont les moyens disponibles pour les atteindre. Donc, est-ce que vous avez tout ce qui est matériel et méthode adaptée, l'effectif adapté? Il faut se dire aussi de combien de temps disposons-nous pour atteindre nos objectifs. Donc, si vous allez, Kimen Thomas, vous allez, Inch'Allah, soutenir au mois de juin, je pense, ou la juillet. C'est ce qu'a fixé Madame donc le CPRS, la réunion, je pense, c'est en juillet. Là, c'est en juillet, si je me trompe pas. Juillet, oui. Ouais, d'accord. Donc, il faut choisir un thème dont la faisabilité peut se faire en 6 mois. Il ne faut pas avoir trop grand. Donc, est-ce que mon travail pourra être fait en 6 mois? Il faut aussi se poser cette question. Risque-t-il d'y avoir des difficultés au cours de réalisation? Donc, voir s'il n'y a pas un risque que la convention avec l'entreprise soit rompue. Donc, il faut un petit peu anticiper les difficultés qui peuvent y avoir au cours de votre étude. Et bien sûr, les objectifs sont-ils envisageables? Ça veut dire est-ce qu'on peut les faire ou pas? D'accord? Donc, toutes ces questions, il faut se les poser avant d'entamer votre travail de recherche. Donc, les objectifs doivent être spécifiques, bien définis, consensuels. Ça veut dire que quand on dit consensuel, dans votre mémoire, vous êtes 2 personnes. D'accord? Il n'y a pas que vous. Vous êtes vous et votre encadreur. Il faut que dès le début de votre étude, moi, je vous invite à rédiger l'objectif. Ektbo sur une feuille blanche. Mon objectif est, objectif principal, si j'ai un seul, secondaire, chez mon encadreur, je lui présente mes objectifs et je les discute avec lui. D'accord? Pour que lui et vous ayez la même vision des choses. Donc ça, je parle par rapport aux mémoires. Mais dans les grandes études, quand on se fixe des objectifs, c'est toute l'équipe de recherche qui fait cette étude, que ce soit le chercheur principal ou ceux qui l'accompagnent, doivent avoir la même vision des choses. Donc, oui. L'encadreur, donc, il doit être un épidémiologiste.
Non, شوف انتم en tant que résident, vous êtes encadré par un médecin du travail. D'accord? Mais Ouais. lorsque vous allez faire une étude épidémiologique, on va dire à l'extérieur, ce serait bien de discuter avec un épidémio. Moi, je fais les études épidémiologiques, pour moi, un épidémio لازم يكون. Parce que l'épidémio va vous donner le côté statistique, analyse, vision pratique de l'étude. Et vous pouvez faire aussi référence aux statisticiens, hein, d'accord? Donc, les statisticiens, ils sont plutôt dans tout ce qui est analyse, statistique. Mais l'épidémio, il a la vision du côté santé. Le Ouais. statisticien, il regarde aussi comme les cas, les graphes, les tableaux, les études par rapport à tout ce qui est SPSS ou la logiciel R, l'analyse. Mais l'épidémio, il a la vision du côté santé et du côté études sur terrain, études de santé sur terrain. D'accord? Même pour votre mémoire, si vous serez accompagné par un épidémio, ce serait un plus pour vous. Donc, vous aurez moins d'erreurs, l'analyse sera meilleure et si vous serez aidé durant votre mémoire par un épidémio, n'oubliez surtout pas de le mentionner dans votre mémoire. D'accord? Genre, au contraire, ça démontre que votre travail est assez on va dire élargi. D'accord? Mais moi, j'insiste aussi sur les objectifs qui doivent être définis avec l'encadreur. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui font leur étude, des résidents aussi où l'étude تاعهم lancée au FERA, بعد يلحقوا vers la fin باش يبداو يكوريجيو مع l'encadreur. بعد l'encadreur, il se rend compte c'est pas cet objectif. Il faut pas faire ça pour atteindre ces objectifs حتى vers la fin. Moi, je vous invite dès maintenant à revoir avec votre encadreur les objectifs. هكذا باش تكونوا la même vision des choses. D'accord? On continue. Il doit être aussi comme réalisable et atteignable. Donc, il ne faut pas être trop ambitieux, faire beaucoup de choses, les mémoires, d'accord? Des fois, juste faire une étude des conditions de travail convenables, ça veut dire avec tout ce que doit voir un médecin du travail suffira, d'accord? Alors que des fois, c'est beau, il fait une étude avec questionnaire, mais c'est juste une étude descriptive simple, on va dire sur une population simple, mais ça ne remet pas en cause la qualité du travail, d'accord? Donc, je vous dis, c'est dans le sens, des fois, il ne faut pas faire beaucoup de choses. Des fois, c'est beau, mais aussi avec mesurage, enquête, étude de conditions, on se perd. Donc, il faut faire des choses simples, mais il faut que ça soit clair, net et précis. D'accord? Quantifiable, donc l'équipe doit être en mesure de déterminer un ou des critères objectifs pour évaluer les résultats par la suite. Bon, quantifiable, c'est surtout quand on fait une étude épidémiologique dans le sens questionnaire ou l'étude sur dossier, mais quand on fait des études de conditions de travail, des fois, on ne peut pas tout quantifier. D'accord? Déterminé dans le temps, l'objectif est établi en fonction des étapes de réalisation et d'un échéancier fixé dans une période de temps précise. Qui marque comme 6 mois, il faut faire quelque chose qui soit réalisable 6 mois. ماشي تلحق mois de juillet نبداو نزيدوا شويه. D'accord? Donc, essayez de voir une période réalisable dans le temps. D'accord? Des études réalisables dans le temps. Donc, comment vous allez formuler vos objectifs? Il faut écrire. Je vous invite à le faire, d'accord? Rédiger vos objectifs. Donc, il faut utiliser des verbes d'action. Qui m'a, par exemple, déterminer, décrire, définir, classer. Je prendrai par exemple surdité. Prenez par exemple votre objectif, docteur Chebini. Docteur Chebini. Et donc, oui, comment vous avez défini vos objectifs? Ou déjà, il faut recueillir des données. Mazal. Des données sans vous avoir. Il faut vous fixer. Ah bon? Tu m'as raconté aussi l'étude à l'envers, je pense. Vous avez commencé par la trace. Donc, vous allez essayer de recueillir le maximum de données
En bas, vous allez sélectionner les données. Vous avez fait les choses à l'envers. Non, il fallait d'abord définir l'objectif. Donc, soit c'est d'écrire, soit c'est déterminer, soit définir, soit classer. Et après, entamer l'étude. Parce que donc là, vous allez faire la recueil de données. Par exemple, parce que je vois les choses. Vous allez recueillir, c'est bien, recueillir le maximum d'informations. Mais des fois, vous allez avoir toutes les données, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que finalité, vous vous êtes pas encore fixé un objectif. Et essayez de vous fixer un objectif parce que même le recueil des données, lorsque vous vous fixez un objectif bien précis, lorsque vous allez faire le recueil des données, vous aurez l'œil ciblé. D'accord? Donc, vous n'allez pas perdre votre temps à recueillir des données qui ne seront pas utiles. D'accord? Parce que le recueil des données, c'est l'étape la plus longue, je vous le dis bien, hein, c'est l'étape la plus longue dans une étude épidémiologique. Donc, parce que c'est le moment où on est obligé donc de recueillir l'information, d'essayer d'avoir le maximum. Donc, ça va vous prendre beaucoup de temps. Mieux définir les objectifs, cibler les données à recueillir que de faire un recueil comme ça. D'accord? Donc, je vous invite de définir vos objectifs le plus tôt possible. C'est mieux pour vous faire gagner un peu plus de temps. D'accord? Donc, lorsque vous allez rédiger vos objectifs, comme les verbes déterminer, décrire, définir, il faut éviter, analyser, démontrer, comprendre. D'accord? Donc, ça reste connaître, ça reste pas, on va dire, pas objectif. Ça reste, j'aimerais connaître les facteurs de risque. Ça reste quelque chose de non mesurable. D'accord? Ça reste quelque chose de subjectif. Vague. Oui. Oui. J'avais dit que c'est quelque chose de vague, c'est pas précis. C'est ça, c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas bien précis. Ça reste dans le flou un peu. Je vous donne un exemple d'un titre d'un mémoire. Identifier les facteurs professionnels associés à l'incidence du syndrome du canal carpien dans une population exposée aux gestes répétitifs dans l'industrie du textile. Donc ici, c'est directement, je veux identifier quels sont les facteurs de risque professionnels. Je choisis la maladie qui est le syndrome du canal carpien et je détermine ma population qui est une population exposée aux gestes répétitifs et je complète par le secteur dans lequel je travaille, c'est l'industrie textile. D'accord? Donc, là, quand je lis cet objectif, c'est vraiment clair. Je cherche à identifier quels sont ces facteurs de risque professionnels. D'accord? Donc, ça, c'est l'étape la plus importante. Eh bien, des fois, je me dis, ce cours devait être plutôt fait en 3e année, pas en 4e année. Parce que ça va vous permettre à réfléchir par rapport au mémoire. Déjà, là, qu'on me dit tout. Mais c'est un peu dommage. Connaissant un petit peu à l'avance, ça a été mieux, je pense. Ça va vous aider à réfléchir par rapport à comment aborder le mémoire. Mais bon, merci. La phase Hadia, après avoir fixé les objectifs, il faut faire une recherche bibliographique. Ça, c'est très, très, très important. Même au moment de réfléchir la définition de vos objectifs, vous devez faire une recherche bibliographique. Alors, la recherche bibliographique est très importante. Donc, par exemple, je reviens toujours à vos mémoires. C'est le mémoire TACOM, on a la partie théorique, on a la partie pratique. La partie théorique, vous allez faire quoi? Vous allez faire de la recherche bibliographique. De la recherche. Voilà. Très bien. Vous allez faire des petits rappels théoriques. Les petits rappels théoriques, je dis bien petits. Je ne sais pas si vous savez le mémoire, les 2 tiers pratique et 1 tiers théorique. Oui. D'accord? Vous savez? Non, d'accord. Tout travail, mais la mémoire les résidents, on exige que sur 40 pages, 1 tiers de la théorie. Donc, les 40 pages. Voilà, comme vous le mémoire, CPRS, il dit que normalement, le mémoire ne doit pas dépasser les 40 pages. D'accord? Il faut que vous le sachiez.
Les limites 40 jusqu'à 60. Je pense que vos encadreurs vous l'ont déjà dit. Qui te la rédaction, d'accord? Pas des entre parenthèses, juste une information pour vous. Donc, pour la recherche, je reviens sur la recherche bibliographique. On dit que ça doit être une priorité parce qu'en faisant une bonne recherche bibliographique, vous serez imprégné de votre thème de recherche. D'accord? Donc, si je vais prendre par exemple les. Docteur Tebal, vous allez faire quoi par rapport aux téléopératrices? Évaluation du niveau de stress professionnel chez les téléopérateurs. Okay. Vous vous êtes attaqué tout ce qui est stress, tout ce qui est charge mentale et tout. Oui, exactement. Donc, je pense que vous allez utiliser un questionnaire standardisé. Oui, c'est le Karasek. Très bien. Donc, vous l'avez pris parce que vous avez fait une recherche bibliographique ou dans des études que ça a été utilisé dans l'évaluation du stress. Karasek, c'est stress. C'est connu que c'est surtout le stress. Donc, vous êtes arrivé à cet outil que vous allez utiliser dans votre mémoire parce que vous avez fait de la recherche, vous êtes imprégné du thème. Donc, vous avez décidé d'utiliser cet outil. C'est pour ça que la recherche bibliographique est très importante. Donc, vous allez avoir d'abord, par rapport à votre mémoire, une partie théorique à mettre et à rédiger. Et aussi, beaucoup de résidents le négligent. La recherche bibliographique vous permettra de trouver des études similaires à vos études que vous pouvez utiliser pour la discussion. D'accord? La recherche bibliographique est très importante. Donc, une fois que je fais une bonne recherche bibliographique, j'ai déjà classé des études qui ont presque le même objectif que mon étude, avec lesquelles je pourrais discuter les résultats que je vais obtenir. D'accord? Ça, c'est très important. J'ai quand même qui la discussion que j'ai pas d'études parce qu'ils n'ont pas fait une bonne recherche bibliographique. Donc, cette recherche bibliographique aussi apporte des informations utiles qui marquent pour définir les objectifs et préparer les modalités de l'enquête. Donc, c'est à partir de cette recherche bibliographique que vous avez pu trouver que pour le stress, on utilise le questionnaire. D'accord? Donc, la dernière étape, c'est la vérification préalable. Donc, il est possible d'effectuer certaines vérifications préalables concernant l'intérêt des questions qu'on se pose et tester la faisabilité de l'enquête. Donc, par exemple, docteur, je vais citer le nom, docteur Bouslimani. Donc, vous vous intéressez aux aménagements de poste chez une population de travailleurs. Préalablement à votre enquête, ça a été bien de consulter les dossiers médicaux pour voir est-ce que les dossiers médicaux contiennent toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin par rapport à votre mémoire. Est-ce que je suis justement à cette étape-là. J'ai repris tous les dossiers des travailleurs de l'atelier de production, y compris ceux qui ont été aménagés et les autres, pour en dégager certains paramètres convenus avec mon enquête. Très bien, c'est ça. Donc, vous allez essayer de voir est-ce que c'est faisable, est-ce que j'ai le maximum d'informations nécessaires, parce que des fois, par exemple, on veut faire une étude à la des dossiers médicaux, quand on va prendre les dossiers des travailleurs, on trouve qu'il n'y a pas suffisamment de données. De ce fait, on sera obligé de changer de thématique. D'accord? On continue. Donc, ça, c'est pour la première phase, la phase préliminaire. On définit les objectifs, on fait une bonne recherche bibliographique et on vérifie est-ce que notre étude avec les objectifs qu'on s'est fixés est faisable ou pas. Je parle aussi par rapport à la faisabilité, la phase de la vérification. Il faut être sûr des accords des entreprises. D'accord? C'est de l'étape. Donc, moi, si je veux faire une étude, par exemple, FLENAP, j'ai accès. Si je veux faire du mesurage par rapport à la surdité, il faut que je sois sûre que je peux accéder à l'entreprise, qui vont m'autoriser à faire les mesurages. Mais si je me fixe des objectifs, je fais tout ce qui est audiogramme et tout, qui me dit sur le terrain, l'entreprise va me refuser de faire les mesurages. Donc, c'est à ce moment-là, de la phase préliminaire, je vois la faisabilité, est-ce que je pourrais ou pas. D'accord? Donc, ça, c'est la première phase, la phase préliminaire. Ensuite, nous avons la deuxième phase qui est la phase de planification. La phase de planification, vous avez deux étapes. Vous avez la préparation de votre protocole et la pré-enquête. D'accord?
Donc, la préparation du protocole, on va organiser à l'avance les modalités de la réalisation de l'enquête dans ses moindres détails. D'accord? Donc, je me fixe des objectifs, puis je vais voir comment je vais réaliser cette enquête proprement dite. Dans ce cas, de telle date à telle date, je vais commencer par avoir les accords. Deuxièmement, je vais préparer mon questionnaire. Troisièmement, je vais commencer à faire en place à mettre en place et à questionner les travailleurs. Quatrièmement, je vais faire les études de conditions de travail. Je me fixe 1 mois pour la rédaction, l'analyse, la discussion. D'accord? C'est ça, la planification. Donc, vous allez décrire sur une feuille, rédiger, première étape, deuxième étape, troisième étape. Et à chaque fois, vous allez cocher. Ah, Annie, aussi, j'ai terminé mes questionnaires. C'est bon. J'ai terminé mes études de conditions de travail. C'est bon. D'accord? C'est ça l'objectif de la planification. Ça va vous permettre aussi de voir l'état d'avancement de votre étude. D'accord? Donc, comme protocole rédigé de façon explicite avant sa mise en œuvre, c'est important pour éviter toute improvisation dans la réalisation, toute dérive dans les objectifs et tout flou dans les conditions de recueil des données. Les 3 situations peuvent être à l'origine de biais possibles. Quand on dit biais, c'est des erreurs dans les résultats obtenus dans un échantillon par rapport à la population générale. D'accord? Donc, par exemple, je vous dirais, si je fais une étude sur la grossesse chez les femmes, et puis, je trouve que parmi les résultats il y a des gens qui ont été exposés au rayonnement ionisant, je donne un exemple schématique, c'est qu'il y a une erreur sur le recueil des données. Parce que normalement, une femme enceinte ne doit pas être exposée au rayonnement ionisant. Donc, là, je me rends compte qu'il y avait une erreur dans le protocole et la planification de mon étude. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une bonne planification pour éviter tous ces biais qui peuvent arriver. Donc, les principaux éléments constitutifs de votre protocole, c'est les groupes à observer, quelles sont les données à recueillir et quelle est la logistique de l'enquête. Donc, on colle les groupes à observer. Ça veut dire ma population d'études. Groupe à observer, c'est votre population d'études. Je préciserai, est-ce que c'est une étude exhaustive ou sur un échantillon aléatoire? Je pense que vous avez vu, on vous a déjà parlé de tout ce qui est observation, étude, donc population exhaustive, échantillon, non? L'échantillonnage, aussi touche normalement. C'est avec Dr. Chir, je pense. Non? Mazal, non. Je pense aussi tout ce qui est méthodologie de recherche, vous le ferez avec professeur Ferna la semaine prochaine. Donc, elle va plus vous détailler tout ce qui est exhaustif, échantillonnage et tout. Mais dès le début, dans votre étude, vous devez dire, est-ce que c'est une étude exhaustive? Donc, la population, quand on dit exhaustive, c'est que vous allez prendre toute la population. D'accord? Les résultats TACO, vous allez parler des personnes qui ont refusé de participer à l'étude. D'accord? Donc, mes chiffres, les critères d'inclusion, les critères d'exclusion. Il faut bien se mettre dans la tête. Qui trop le critère d'inclusion, critère d'exclusion, une étude, ça veut dire j'ai des critères, je retiens cette population. J'ai des critères, je les enlève. Critères d'inclusion, exclusion. Ça qui est trop exhaustif, c'est que je vais prendre toute la population. Des critères d'inclusion et j'ai des critères d'exclusion. Mais les critères d'exclusion ne doivent pas comprendre les personnes qui ne veulent pas participer. Donc, c'est une population qui refuse et que je dois comptabiliser comme population exposée, mais qui a refusé le questionnaire. D'accord? Comme aussi, soit vous allez prendre un échantillon. Et l'échantillonnage doit répondre à certaines conditions. D'accord? Donc, est-ce que c'est un échantillon? L'échantillonnage doit être représentatif. Je ne vais pas trop détailler parce que vous allez les voir ultérieurement. D'accord? Donc, la population taille, est-ce qu'elle est exhaustive ou c'est un échantillon? Où va-t-on trouver les sujets? Donc, c'est déjà ciblé. Docteur le docteur Ahmed. Ahmed, comment vous m'avez dit? Boutourmas. Est-ce que donc votre population, vous vous intéressez à la surdité chez une population bien définie? Dans un atelier bien précis, l'atelier de tissage.
Très bien. Donc, vous avez déjà défini votre population. Oui, exactement. D'accord. Docteur Kiris, le personnel hospitalier. Teba, c'est les téléopérateurs. Bou Slimani, c'est tout ce qui est, je pense, ouvrier de production normalement. Opérateur sur machine ou ouvrier? Opérateur ou ouvrier? Tous les travailleurs de l'atelier de production. Tous les travailleurs, d'accord. Meddah, si vous êtes intéressé, troubles du sommeil, travail posté, vous avez déjà défini votre population. Et aussi, Rihani, c'est les TMS en agroalimentaire. Vous allez plutôt vous intéresser aux opérateurs aussi. Oui. Donc, les opérateurs sur machine. Donc, le recrutement chez vous, donc, comme Kamel, ils sont accessibles. Donc, vous avez déjà défini les sujets au niveau des entreprises ou l'hôpital. Donc, quels sont les effectifs nécessaires? Donc, un effectif, c'est lorsque vous allez faire plutôt essayer de chercher une prévalence, d'accord? Donc, vous allez avoir déjà une incidence à partir de laquelle vous allez calculer vous allez avoir une prévalence à partir de laquelle vous allez rechercher votre effectif. Et bien sûr, quelle doit être la composition de ces groupes par rapport comme critères d'inclusion et d'exclusion. Est-ce que vous allez choisir que des hommes? Est-ce que vous allez choisir que des femmes? Est-ce que vous allez choisir, cibler la population intellectuelle d'un certain niveau, la limitation de l'âge aussi? Donc, tout ça, c'est par rapport aux objectifs de votre étude. D'accord? Et comment va-t-on concrètement les sélectionner? C'est soit à partir d'une liste existante, soit le modalité du tirage au sort. Tout ça, c'est par rapport à l'échantillonnage. D'accord? Que vous allez voir le cours avec Dr. Chérif. Mais la phase de planification, vous devez répondre quelle est la population d'études. Donc, madame, on fait les mémoires, parce que moi, j'ai eu déjà des mémoires où la population n'est même pas bien définie. D'accord? Donc, s'il vous plaît, définissez la population que vous ciblez. La population d'IALE, c'est les ouvriers de production. Les critères d'inclusion, voici les critères d'exclusion. Ça donne de la valeur à votre étude. On sait que vous avez été, vous savez ce que vous faites. Mais Shikima, par exemple, des fois, il y a des mémoires où on lit qu'on n'est pas bien, c'est pas bien précis. D'accord? Donc, vous avez les groupes, les données à recueillir. Les données à recueillir, donc, doivent être utiles pour répondre aux questions. Si certainement que cela sera gênant pour l'analyse des résultats. Et si on recueille des données non nécessaires, alourdir inutilement le recueil et l'analyse. Donc, dans ce cas, il faut essayer, par rapport à vos objectifs, d'avoir le maximum, on va dire, de critères et d'informations ou de données par rapport à ce que vous cherchez. D'accord? Donc, vous allez, le choix donc, par rapport au recueil des données, il faut définir la forme des données, soit elle est variable quantitative, soit variable qualitative, et vous pensez toujours à l'analyse statistique qui sera faite. D'accord? Donc, normalement, aussi, tout ce qui... Vous avez fait tout ce qui est variable qualitative, quantitative? Dites-moi. Normalement, vous l'avez fait avec le professeur Bacha. Aussitôt? Oui. Très Oui. bien. Donc, c'est bon. Vous savez déjà, par rapport à ça, vous avez aussi, c'est important de les connaître pour choisir la bonne méthode d'analyse statistique. Donc, pour les modalités de recueil, qui en tout état de cause doivent être rigoureusement standardisées et identiques pour tous les sujets. Dans ce cas, vous avez les questionnaires préétablis. Moi, je vous invite à prendre ou à travailler avec des questionnaires référenciés. Qui m'a par exemple le Karasek, il est connu, il est référencé. Donc, quand vous allez faire les matériels et méthodes, tu peux préciser que votre questionnaire, c'est le questionnaire Karasek. Donc, il y a une des études où on ne peut pas utiliser, il n'y a pas de questionnaire standardisé. Où là, lorsque vous allez faire des fiches de recueil de données, il faut préciser dans votre mémoire que cette fiche de recueil de données a été faite à partir d'études antérieures. Et vous mettez en référence bibliographique les études déjà ou à partir desquelles vous avez fait ces fiches de recueil de données. D'accord? Donc, lorsque vous allez recueillir des données, soit vous allez les recueillir sur des questionnaires préétablis ou là sur des checklists
Par exemple, pour ceux qui vont faire les TMS, je pense que vous avez des questionnaires. Docteur Kiris, docteur Bouabash. Docteur Oui, très bien. Alors, je choisis la méthode SALSA pour l'enquête médicale. Oui. Oui. Et la méthode RULA. La méthode RULA. RULA, je ne connais pas. Oui, c'est des méthodes moi, je vais la découvrir. Ah, d'accord. De Malcher. Ah, d'accord. Donc, vous allez travailler avec une méthode de Malcher. Oui, justement. D'accord, ok. Donc, pour l'analyse ergonomique. Exactement. Pour l'analyse ergonomique. Déjà, vous avez deux choses dans votre mémoire. Analyse ergonomique ou étude clinique. Chargé. Très bien. Docteur Bouslimani. Donc, vous allez faire, par contre, vous allez faire, une fiche de recueil de données, non? Tout à fait, oui. Très bien. Donc, dans votre fiche de données de recueil de données, c'est plutôt une fiche que vous allez créer, on va dire, vous allez mettre en place. Justement, j'allais anticiper, vous demander si on avait le droit, parce qu'en cherchant dans l'étape de la bibliographie, je n'ai pas trouvé justement ni de questionnaire, ni de… Non, bien sûr que vous avez le droit. Vous avez pas du tout trouvé d'études. Si, mais ça traite dans l'aspect, j'allais dire presque abstrait. On parle des corrections faites, soit par rapport à l'organisation du travail, soit… D'accord, donc vous n'avez pas trouvé… En général, faites les études, les aménagements de poste, vous n'allez pas trouver quelque chose de standardisé. Tout à fait, oui. Mais vous allez trouver des études antérieures. Ne me dites pas que vous n'avez pas trouvé. Si, mais pas très… Vous avez pu vous en inspirer. Oui. Très bien. Donc, dans votre mémoire, vous allez dire que nous avons établi une fiche de recueil des données à partir d'études antérieures et afin de répondre à nos objectifs. Très bien. Donc, mais je vous invite aussi à mettre entre parenthèses une référence bibliographique aux études antérieures qui ont utilisé ou dont vous vous êtes inspiré. D'accord? Bien sûr, oui. D'accord, même si c'est des mémoires de résidents ou là, vous devez les citer parce que ça vous a aidé pour établir cette fiche de données fiche de recueil de données. D'accord? Oui. Contrairement à celles qui vont travailler avec le Carazec. Donc, c'est des choses de référence qu'on ne peut pas changer. D'accord? Donc, il faut les citer aussi comme référence bibliographique pour ceux qui utilisent le Carazec. Il y a aussi Dr Meddah, je pense que vous travaillez aussi avec une échelle. Trouble du sommeil. Là. Je vais travailler avec également un questionnaire qui était utilisé pour les infirmiers, sommeil et travail de nuit. Mais c'est un questionnaire qui est référencé, on va dire. Oui. Standardisé. l'INRS. Voilà. J'ai trouvé dans une étude pour les personnels de santé, travail de nuit chez les infirmiers. Les troubles du sommeil chez les infirmiers. Donc, j'ai pris le même questionnaire et je vais le tester. Très bien, vous avez pris le même questionnaire. Moi, je vous invite à revoir l'étude. D'accord? عاودي شوفيها قرايها. هما كاتبين le questionnaire. Il précise, est-ce que c'est un questionnaire standardisé ou là? Le questionnaire, il est standardisé. Il est déjà utilisé. Il est ancien, normalement. Normalement. Il est très ancien, c'est-à-dire… utilisé antérieurement. Oui, il est utilisé par plusieurs études. Très bien. Donc, c'est un questionnaire qui est standardisé, c'est qu'il a une référence. Oui, d'ailleurs, c'est un questionnaire en ligne. D'ailleurs, même l'INRS… Non, je ne pense pas l'INRS, c'est autre association qui le mettent en ligne pour dépister les troubles du sommeil. C'est-à-dire un auto-questionnaire. C'est très bien. Donc, il est référencé. Donc, je vous invite à écrire une mémoire TAC, écrivez la référence dialogue. Donc, par exemple, docteur Bouslimani, la fiche de recueil de données, ce n'est pas une fiche standardisée. Elle a été inspirée par des études. Par contre, vous ou la docteur Teba qui va travailler avec le Carazec, c'est des questionnaires validés.
Donc, Oui. probablement, le questionnaire, puisqu'il est mis en ligne, c'est qu'il est validé par des experts. Donc, ça, il faut que vous le précisez dans votre mémoire. Parce que nous, pas que moi, en tant que chercheur ou là, en tant que lecteur, lorsque vous allez publier votre étude, là, lorsque vous voulez faire une étude avec une certaine crédibilité, il faut que les outils que vous utilisez doivent être validés. D'accord? Donc, la fiche de données, de recueil des données, lorsqu'elle n'est pas faite à partir d'un questionnaire préétabli ou la standardisée, on peut l'accepter dans le sens qu'il y avait déjà des études qui ont été faites. Mais vous, c'est des études qui ont été faites, mais c'est un questionnaire qui est déjà validé. Il faut donner la source de validation de ce questionnaire. D'accord? D'accord. Bon, dites-moi, Léry, ça ne vous dérange pas qu'on discute de ça? Avec Non, plaisir. C'est pas ton secret. Je me dis, je me Ça va nous permets, aider. surtout, c'est ça, c'est pour vous aider. Mais je vais Oui. vers la fin. D'accord. Docteur Lehani, vous travaillez avec un questionnaire standardisé ou là, parce que TMS, parce que je fais TMS, trouble du sommeil, la surdité, comme ont des questionnaires standardisés, le stress, tout ce qui est Oui, échappement. je travaille avec le questionnaire nordique. Nordique, oui, c'est un classique pour tout ce qui est TMS. Il est validé, beaucoup d'études ont été faites. De toute façon, vous, dans votre discussion, tsébé. D'accord? Inch'Allah, oui. Il y a beaucoup de mémoires à Alger qui ont été travaillées et qui ont utilisé le questionnaire nordique. D'accord? Qu'est-ce fait Alger? Je vois le Karazak Kayen, le questionnaire nordique Kayen, trouble du sommeil Kayen. Bon, les surdités, je ne sais pas sur quoi vous allez travailler. Bon, je pense que vous allez faire les deux, audiométrie et cartographie du sang, d'après ce que je vois. Et je ne sais pas s'il y avait des... Docteur Chebini, vous allez travailler sur un questionnaire aussi, standardisé ou là, une fiche de recueil de données? Très bien. Il n'y a pas honte à faire de la fabrication locale, mais il faut juste préciser, il faut mémoire combler, c'est fait à partir de données antérieures répondant à nos objectifs. C'est bon. Déjà, c'est un effort qui a été fait par vos soins et c'est un effort important. D'accord? Même si c'est local. D'accord, docteur Chevinet? Très bien, on continue. Donc, le questionnaire préétabli qui marque comme les informations sont clairement énoncées, même les modalités de réponse. Donc, l'avantage les questionnaires préétablis, c'est qu'on sait bon, moi je dis, mais on se casse un peu la tête. Pour ce qui est, je vous ai dit aussi qu'il peut être précisé les données existantes, les dossiers médicaux administratifs, l'auto-questionnaire, les médecins ou autres personnels de l'équipe soignante et les enquêteurs spécialisés. Donc, de la phase de planification, je fais le recueil des données, la logistique de l'enquête. On la néglige, mais c'est une étape très importante parce qu'il faut qu'on définisse qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc, ça vous prendra du temps de fabriquer vos documents ou vos questionnaires. La planification dans le temps qui m'apporte comme un mois, je fais le recueil des données, un mois, je fais l'analyse des données. Il faut bien sûr programmer le contact avec les travailleurs. Comment vous allez vers votre population d'études? Est-ce que vous allez les programmer au cours des visites périodiques, en même temps le questionnaire? Est-ce que vous allez Bon, c'est la meilleure méthode, d'accord, qui connaît comme les VP. En même temps, vous faites votre VP, en même temps, vous faites votre questionnaire. Je pense que c'est le meilleur moment. Parce que vous ne pouvez pas encore les reconvoquer une seconde fois. Donc, il faut préciser où vous allez recueillir ces données. Bien sûr, l'accès aux données médicales et administratives. Il faut aussi définir à ce moment-là la logistique de l'enquête. Moi, j'ai vu beaucoup de résidents qui font le recueil de leurs données, les questionnaires et tout. On va quitter l'analyse, ils ne savent pas. Est-ce qu'on utilise Excel? Est-ce qu'on utilise le logiciel R? Est-ce qu'on utilise Epidata, SPSS, EpiInfo? Donc, il faut dès le début définir le support de saisie de votre information. Moi, je vous invite à choisir ce que vous maîtrisez. Les maîtriser Epidata, Epidata. Les logiciels R, logiciel R. l'Excel, l'Excel. Biddo. D'accord? Ce n'est pas une obligation, mais donc actuellement, on a accès à tout ce qui est outils informatiques.
Donc, ça serait bien d'utiliser un logiciel. Mais là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ou que tout le monde utilise le même logiciel. Vous utilisez le logiciel qui vous convient et qui est facile pour vous. D'accord? On continue, prendre la considération que vous devez avoir accès à un ordinateur et, comme je vous ai dit, l'utilisation de logiciels adaptés aux analyses à faire. Donc, ça rentre dans la logistique de l'enquête que vous devez prendre en considération dans la réalisation de votre mémoire. Même par exemple, dans les projets de recherche, on calcule même le coût de l'étude. Ça veut dire le papier pour imprimer le questionnaire, le temps, les déplacements. D'accord? Donc, tout ça, pour vous donner exemple, les projets de recherche. Comme ça. Comment? Si on prend en considération les coûts, on risque de ne pas démarrer. Ben, il faut démarrer à un certain moment. Mais je vous conseille par rapport au le recueil de le faire les visites périodiques. D'accord. Alors, bien, ce cours, ça a été bien qu'il soit fait en 3e année. C'est pour projeter les gens pour la 4e année, je dis, le déroulement de leur mémoire. Mais bon, on va faire avec ce qu'il y a. Donc, il existe des programmes informatiques qui comme et ces programmes doivent être prévus parce qu'il y a un aspect financier. Donc, je vous donne juste un petit exemple. Pour nos projets de thèse, les enseignants, on peut faire référence, on peut utiliser le SPSS. Et le SPSS, il est payant. Pour ceux qui connaissent SPSS, Schema Epidata, Epi-Info, logiciel R. Excusez-moi, la batterie du bus chargeur. Docteur Chebini. Ah, voilà, je ne connais présent. Docteur Chebini. Oui. Docteur Chebini, qu'est-ce que vous connaissez comme logiciel pour les traitements des données? Très bien, c'est ça. Le SPSS il est payant, il est payant pour ceux qui veulent faire la publication. D'accord? Donc, par exemple, quand on fait une étude épidémiologique, une étude statistique, on utilise le logiciel SPSS et on veut le publier dans une revue. Il faut qu'on cite la référence, le numéro de référence, le logiciel SPSS, c'est payant. D'accord? Mais on peut les utiliser dans des études où on ne veut pas publier. Quand on veut publier, le SPSS piraté. D'accord? Mais quand on veut publier, on doit le prendre en considération, c'est un coût en plus pour notre étude. Le logiciel R, il est gratuit. شكون يخدم لي ديسكي يخدم بزاف دكتور بوسليماني. Vous risquez de travailler avec vous travaillerez avec quel logiciel ou la mazal? Pour le moment, je suis juste à la limite de l'Excel. Après les autres, très bien. Très bien. Déjà, Excel, il donne de bons résultats, il donne des graphes, d'accord? Ouais. Docteur Meddah, vous allez travailler avec quoi? SPSS. D'accord. Piraté. Oui, bien sûr. Docteur Rihani. Normalement, Excel. Excel, d'accord. Je pense que normalement, chaque service, vous avez un TD par rapport à ça. Docteur Tebal. Avec SPSS piraté. Et docteur Kéris. Ah non, docteur Bouabbash. Bouabbash, oui. Alors, je maîtrise l'Excel et pour l'instant, je connais que le logiciel R. Donc, d'accord, très bien. C'est des logiciels gratuits, ils sont validés, d'accord? Que ce soit logiciel R, SPSS ou la même Excel. Des fois, il y a même des gens qui font la saisie sur Excel, ils font l'analyse sur SPSS. Donc, il n'y a que la SPSS qui est payant, mais qu'il y a la version piratée en Algérie. Donc, vous pouvez utiliser n'importe lequel, d'accord? Pour celui qui maîtrise, l'Excel peut suffire. D'accord? Donc, même le côté financier pour les logiciels qui marquent comme SPSS, on doit le prendre en considération. D'accord? Donc, on termine par la phase de planification, donc l'après-enquête. Bon, je pense que je fais comme c'est l'après-enquête. Quand elle fait comme des pré-enquêtes. Oh là là là. Docteur Tebal. Aussi, tu pré-enquête.
Si, je suis là. Vous voulez dire quoi par une pré-enquête? Très bien. La pré-enquête, c'est qu'on va prendre votre questionnaire et que vous allez cibler une petite population. La population TAC, elle est de 100 travailleurs ou la 150. Vous allez prendre votre questionnaire pour 25 personnes. D'accord? Vous allez faire votre étude minimisée. C'est juste pour Non, tester. pas Non. encore. Ah oui, Pas oui. encore. Ce serait bien, avant de faire l'enquête proprement dite, de faire une pré-enquête. C'est que vous allez prendre votre étude ou votre outil, l'outil que vous avez utilisé, et vous allez les essayer sur une petite population, 20, 25, 30, pour voir, on va dire, la faisabilité. Et est-ce que ces questionnaires est accessible? Est-ce que les questions sont faciles? Est-ce que je vais répondre aux objectifs en posant ces questions? Est-ce que je vais répondre à l'objectif de mon étude? D'accord? Est-ce que ce questionnaire est, on va dire, accepté et bien compris par les travailleurs ou par ma population d'études? D'accord? Et aussi faire, par exemple, lorsque je fais un recueil sur des dossiers médicaux, par exemple, des 500 ou la 150 dossiers médicaux, une fiche de recueil des données, je prends 20 dossiers médicaux et je commence à remplir ma fiche de recueil des données. C'est à moi, à ce moment-là, que je vais voir est-ce que ma fiche de recueil de données est complète? Est-ce qu'elle répond aux objectifs que je veux? Et est-ce que les informations que je cherche sont accessibles dans ces dossiers médicaux ou pas? D'accord? C'est ça l'objectif de faire une pré-enquête. C'est de tester votre méthode et vos outils sur une petite population. D'accord? C'est très, très important la phase de pré-enquête que beaucoup d'enquêteurs et de chercheurs omettent de faire en place, malgré qu'elle fait partie de la phase de planification ou la phase de réalisation d'une étude épidémiologique. D'accord? Donc, Docteur, pardon. Et dans le cas contraire, par exemple, si on va rencontrer des difficultés lors de la phase de pré-enquête, est-ce qu'on est censé si on rencontre des difficultés, ça veut dire là, vous allez rencontrer une difficulté à petite échelle. Si vous allez persister ou rester votre méthode, vous allez retrouver des difficultés à grande échelle. Donc, l'objectif, c'est que la difficulté que vous allez rencontrer, vous allez essayer de trouver une solution. La solution, c'est bien, soit le questionnaire TAC n'est pas adapté, soit la population TAC n'est pas adaptée, soit vous avez omis des questions. D'accord? L'objectif de la pré-enquête, c'est que elle va vous montrer les probables difficultés lorsque vous allez faire à grande échelle. D'accord? C'est une étape très importante. Les études épidémiologiques, professeur Kassed, c'est une pré-enquête, c'est très important parce qu'elle va vous montrer les difficultés que vous pouvez rencontrer à grande échelle. Elle est intéressante, c'est surtout pour tester votre questionnaire, Tanit, pour voir est-ce que le questionnaire est adapté à ce que vous voulez chercher et est-ce qu'il est facile à faire. Déjà, des fois, on choisit des questionnaires. Je vais faire le questionnaire nordique, par exemple. Docteur Rihani, vous allez utiliser le questionnaire nordique. J'étais le questionnaire nordique fait bzaf, fait toutes les parties du corps. Donc là, vous avez vu. Donc du coup, si vous vous intéressez à tous les troubles musculo-squelettiques, chez tous les travailleurs de votre population, vous allez faire tous les troubles musculo-squelettiques. Ça vous fera beaucoup. Voilà, parce que le questionnaire, il fait bizarre. Imaginez pour chaque la région lombaire, région dorsale. Donc, c'est assez grand comme questionnaire nordique. Donc, du coup, lorsque vous allez faire à petite échelle, vous allez redéfinir vos objectifs. Vous allez vous rendre compte que c'est assez grand. Et vous allez peut-être même revoir les objectifs TAC. Vous allez plutôt cibler les troubles de membre supérieur, les troubles de membre inférieur, qui m'a docteur Kéris, docteur Bouabash. Vous allez travailler avec le SALSA, docteur Bouabash. SALSA, c'est possible.
c'est pour l'enquête médicale, mais j'utilise beaucoup plus, c'est la méthode RULA. Je vais me baser beaucoup plus sur la méthode RULA qui s'intéresse au membre supérieur et le tronc. Très bien. C'est ce que j'allais vous dire parce que ça c'est plutôt le membre supérieur. Donc, dans votre étude, donc dans vos objectifs, l'objectif de vos études, il faut préciser que les TMS que vous visez, c'est pas TMS qui est trop le trouble musculo-squelettique, il faut préciser, oui. D'accord? Est-ce que c'est le membre supérieur, le membre inférieur, le dos, le tronc, le rachis, d'accord? Donc, il faut être précis. Et lorsque vous faites ces questionnaires, la petite population, donc à petite échelle, là, vous allez vous rendre compte, est-ce que les questions sont suffisantes? Est-ce que des fois, quand on fait la pré-enquête, on va même réduire le questionnaire. On se rend compte que la question, je ne vais pas la poser. Elle va m'encombrer, me prendre du temps, alors que j'en ai pas vraiment besoin. Je ne vais même pas l'utiliser dans l'analyse des données que je vais recueillir parce qu'elle ne va rien m'apporter les objectifs terres. D'accord? Donc, ça, c'est une étape très importante, mais qui n'est pas vraiment faite par les enquêteurs dans les études épidémiologiques. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Donc, on a vu la première phase, deuxième phase, la phase de planification. Troisième phase de l'étude, c'est la phase de réalisation. Donc, après avoir fixé les objectifs, donc, vous n'avez pas de questions jusqu'à présent? Ça va? C'est clair? Ça va. Ça va. Plus clair dans votre tête? Un peu plus? Très bien. Donc, vous vous êtes fixé les objectifs, vous avez, on va dire, déterminé quels sont les outils que vous allez utiliser et comment vous allez travailler. Donc, vous avez fait votre protocole de recherche, comment il va être fait. Vous avez fait votre petite enquête. Maintenant, vous allez passer à la réalisation de l'enquête proprement dite. Donc, dans ce cas, il faut respecter le protocole que vous vous êtes fixé. Donc, en général, les études épidémiologiques ou les enquêtes épidémiologiques vont se dérouler sur une période assez longue, d'accord? Donc, pas moins de quelques mois, voire plusieurs années, d'accord? Bon, tout le monde a comme 6 mois, voire même qu'il y a peut-être des résidents les avant, mais 6 mois, c'est acceptable comme durée pour une étude, pour un mémoire. Donc, il est essentiel pendant toute la durée de respecter le protocole. Donc, il faut faire des réunions régulières. Moi, je vous invite à le faire régulièrement avec vos encadreurs, au moins une fois par mois. D'abord, pour vous, ça va vous orienter dans votre activité et votre encadreur va aussi vous orienter. Donc, parce que si vous faites une réunion tous les mois, on va dire que vous allez voir là où vous êtes arrivé. D'accord? Donc, fixez, même si vous avez commencé, je vous invite dès maintenant à vous fixer, à faire un protocole. Chaque mois, je fais l'état d'avancement d'IELCOM. Est-ce que vous avez pris de l'avance et aussi de faire des rencontres avec votre encadreur. Donc, les études épidémiologiques dans les enquêtes, en général, ce n'est pas qu'une seule personne, c'est une équipe de recherche qui font souvent des réunions. Donc, si c'est des réunions qui prennent des années, c'est plutôt une réunion semestrielle ou bien trimestrielle pour statuer et connaître où on est par rapport au protocole de l'étude. D'accord? Et aussi analyser au fur et à mesure les données recueillies pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur ou de dérive. D'accord? Donc, c'est ça l'intérêt lorsqu'on commence à faire l'enquête et de faire des réunions régulières. D'accord? Donc, il faut respecter le protocole. Si nécessaire, on peut être amené à le changer, d'accord? Mais il faut le faire avec une certaine prudence. Donc, vous vous rendez compte que la phase de réalisation, c'est surtout suivre le protocole. Bien sûr, la difficulté que vous allez surtout rencontrer, c'est qu'il faut que toutes les données recueillies soient comparables et cela, quel que soit le temps du recueil et les auteurs. C'est surtout lorsqu'il s'agit de plusieurs enquêteurs, parce que quand on fait des études épidémiologiques à grande échelle, on ne va pas se limiter à un seul enquêteur. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs enquêteurs. Donc, et la méthode de recueil des données peut différer d'un enquêteur à un autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que ce recueil soit fait de façon uniforme pour qu'on puisse analyser les données recueillies de façon uniforme. D'accord? Je dirais aussi l'analyse. Bon, ça, c'est pour la réalisation de l'enquête proprement dite.
l'analyse des données. Donc, après avoir recueilli vos données, d'accord, bien sûr, il faut les saisir et les analyser. D'accord? Donc, la saisie, comme je vous ai dit, peut se faire sur un outil, sur un logiciel, d'accord? Il y a des logiciels spécialisés là-dedans, apparemment, تعرفوهم كامل, SPSS, Excel. Il y a Epidata aussi, je vois que ما تعرفوش, il y a l'Epidata ou il y a logiciel R ou EpiInfo. Les trois, ils sont gratuits. Et tous les trois, ils sont faciles à utiliser. D'accord? Donc, vraiment, du moment, si vous connaissez un peu déjà l'Excel, par exemple, le logiciel R, ce que je sais, c'est que vous pouvez recueillir vos données, saisir vos données Excel normalement, et vous allez les transférer vers le logiciel R, si je ne me trompe pas. Et ça se fait aussi par rapport à l'SPSS. Donc, pour ce qui est des données, lorsque vous arrivez à l'étape de l'analyse, il faut d'abord les saisir, d'accord, avant de les analyser. Par contre, moi, je vous invite à faire la saisie et le recueil en même temps. Si vous arrivez, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez que 6 mois, lorsque vous ramenez vos questionnaires, essayez de faire la saisie au fur et à mesure. D'accord? Donc, que ce soit le questionnaire ou la fiche de recueil des données. Donc, dès maintenant, vous avez votre questionnaire, vous décidez quel logiciel vous utilisez, vous faites votre masque de saisie dès maintenant. ما تخليوش حتى تركيو les données. Parce que lorsque vous allez recueillir vos données, تحطوهم de côté, vous allez faire la saisie après, quelques données peut-être irréboulent comme, d'accord, c'est un questionnaire, un site m'a posé la question, un site m'a posé, donc, alors que si vous le faites au fur et à mesure, à un site tour, dans chaque questionnaire, je reconvoque le travailleur, je complète mon questionnaire. D'accord? Ça, c'est par rapport à la pratique, vos questionnaires, le recueil de vos données. Ça, c'est important. Donc, essayez de faire le recueil et en même temps la saisie. C'est mieux. D'abord, vous allez gagner du temps. Et en même temps, les informations sur place, s'il y a un oubli ou là, on n'aurait pas des mois et des mois à revenir vers la personne. Demain, vous allez juste contacter et reprendre le questionnaire directement. Donc, il n'est plus bon. Donc, avant de procéder au calcul visant à répondre aux questions posées dans le protocole, certaines analyses préliminaires doivent être toujours effectuées. C'est comme la validité des données recueillies. Donc, rechercher des données manquantes ou mal remplies dans les questionnaires. Donc, des sujets initialement sélectionnés n'étant pas entrés dans l'étude ou perdus de vue. Par exemple, Hadi, vous allez vous rendre compte lorsque vous allez faire des études exhaustives. Donc, je cible un atelier, il fait 50 travailleurs, alors que vous avez recueilli 30 questionnaires. Est-ce que c'est un refus? Est-ce qu'ils n'ont pas été informés? Est-ce qu'ils ne sont pas présentés? Donc, ça, c'est par rapport à la validité les données que vous allez recueillir et étude de la variabilité des données en fonction des différents enquêteurs ou le statut du sujet dans les cas des études témoins, l'âge du sujet, etc. Donc, une telle analyse peut permettre de détecter certains biais et, si possible, de les corriger ou du moins d'en tenir compte dans l'analyse et l'interprétation définitive des résultats. Donc, l'étape, la validité des données, c'est surtout lorsque vous avez des personnes qui n'ont pas répondu, par exemple, ou qui ont refusé, c'est à cette étape que vous devez les introduire. Parce que moi, si vous allez me dire que j'ai 50 questionnaires ou là, je cible 150 travailleurs et que lorsque vous allez me faire l'analyse, vous allez me dire qu'il y a 130 et vous n'allez pas parler des 20. Il faut justifier pourquoi les 20 n'ont pas été inclus dans votre étude. Est-ce que c'est par rapport à des perdus de vue, des refus? Donc, tout ça doit être précisé. Faites l'étape. Donc, lorsque vous allez vérifier les données que vous avez recueillies. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. D'accord. Très bien. On continue. Donc, il y a une étape aussi, c'est les dépouillements à plat. Il est toujours nécessaire de procéder à un premier dépouillement à plat de l'enquête. Donc, on étudie isolément la répartition de chaque variable. Par exemple, je vais chercher, quand on dit variable, la variable, c'est les éléments de vos questionnaires.
D'accord? L'âge, c'est une variable. Le sexe, c'est une variable. Les antécédents médicaux est une variable. Avoir une hernie discale, c'est une variable. Je dirais par exemple, insomnie, c'est une variable. D'accord? Donc, ça, c'est ça ce qu'on veut dire variable. C'est ce qui est présent dans votre questionnaire. C'est les éléments qui constituent votre questionnaire. On va la considérer comme une variable. D'accord? Donc, il faut qu'on analyse chaque variable pour chercher les valeurs aberrantes qui peuvent provenir d'erreurs. On peut tracer les histogrammes et les courbes simples et on peut même faire les tableaux croisés dans l'analyse avancée. C'est ce qu'on appelle l'analyse monodimensionnelle. Ou l'analyse bidimensionnelle ou multidimensionnelle, c'est surtout lorsqu'on veut faire des croisements dans les résultats qu'on a obtenu. D'accord? Donc, la monodimensionnelle, où on a chaque variable, on va analyser l'âge, on va analyser le sexe, les antécédents. D'accord? Donc, ça, c'est une analyse monodimensionnelle. D'accord? Bien sûr, procéder aux analyses statistiques destinées à répondre aux questions de l'enquête. Donc, dans ce cas, vous allez, donc par rapport à la question que vous vous êtes posée, est-ce qu'il y a une relation d'effet, par exemple, est-ce qu'il y a une relation entre les troubles du sommeil et le travail posté? Vous devez définir une variable qui va vous dire est-ce que le travail posté influence les troubles du sommeil. D'accord? Par exemple, je dirais, je ne sais pas, je voudrais donner un exemple par rapport au travail posté. Si je trouve par exemple une insomnie ou une insomnie, je vais essayer de voir est-ce que l'insomnie est en relation avec le travail de 6h à 18h, ou de 6h du matin, ou de 18h jusqu'à 22h. Donc, dans ce cas, on dit la variable les troubles du sommeil, cette insomnie, je vais la croiser mais le travail à 7 heures, donc de 18 heures à 22 heures. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt une analyse plus approfondie sur le plan statistique. D'accord? Thomas, je pense que ça sera plutôt du descriptif. Dites-moi. Oui, descriptif. D'accord. Les mémoires en général, c'est que du descriptif. Donc, elle a dit, dans vos objectifs, ne pas étude de la prévalence, d'accord, parce que ce sera plutôt une description de ce que vous allez étudier. Vous allez plutôt décrire que de faire des analyses croisées, d'accord? Mais bon, il faut que vous sachiez une chose. Le début de toute étude, que ce soit la prévalence ou les incidences ou n'importe quelle étude, c'est une étude descriptive. D'accord? Donc, l'étude descriptive, c'est la base. On peut de les autres études. Donc, il ne faut pas, on va dire, dénigrer ou diminuer la valeur de ce que vous faites. C'est des études descriptives, c'est les bases de toute étude. D'accord? D'accord. Oui. C'est des études qui peuvent être publiées, présentées sous forme d'articles, présentées sous forme de posters. Donc, je vous invite à le faire. By the way, pour ceux qui peuvent terminer, je ne sais pas si vous savez, il y a un congrès de médecine du travail, il y a un congrès de médecine du travail en France en mois de juin. Je ne sais pas si vous savez, vous pouvez envoyer des résumés de vos mémoires. Le dernier délai, c'est en mois de janvier. Vous pouvez même faire un petit résumé avec des résultats préliminaires, d'accord? Et pour ceux qui veulent présenter leur mémoire, إذا ماشي هاد العام كاين واحد en 2026. Pour notre spécialité, je ne sais pas. Je veux dire, pour les congrès de l'Algérie, ma bêche. Mais bon, vous pouvez présenter vos mémoires dans d'autres spécialités, d'accord? Donc, je reviens par rapport à notre année. C'est une petite parenthèse que je vous mets parce que vous avez des mémoires et je trouve que les thèmes ils sont très intéressants. Ils sont riches. D'accord? Donc, on continue. 5e étape maintenant. Donc, vous avez terminé votre étude. Vous avez fait les résultats.
Là, maintenant, vous allez présenter votre étude. Comment vous allez la présenter? Soit sous forme d'un mémoire, chose que vous faites, soit sous forme d'un article scientifique, d'accord? Soit sous forme d'un rapport que vous pouvez présenter à l'employeur, qui vous pouvez le présenter à l'hôpital ou l'entreprise, d'accord? Donc, comment vous allez présenter? Donc, en général, c'est des publications. Lorsque vous allez le publier, ça va permettre au lecteur un jugement critique. Ça veut dire que il faut que vous sachiez que tout travail scientifique doit être critiqué. Nul n'est parfait, donc, et au contraire, il faut que lorsque vous faites votre travail, on arrive à le critiquer dans le sens, on a une méthodologie bien précise, des objectifs bien précis, des résultats bien définis, d'accord? Ça va nous permettre de critiquer l'article lorsque c'est bien fait. Donc, la critique n'est pas juste une critique destructive, elle peut être constructive, d'accord? Donc, les informations à fournir, donc la présentation des résultats d'une enquête peut se faire de différentes façons, comme rédaction d'articles scientifiques, de rapports de recherche, de communication, de posters, voire de mémoire. Donc, quelle que soit la forme matérielle de présentation, il est nécessaire de toujours fournir certaines informations qui permettront au lecteur de porter un jugement critique sur le travail effectué et les conclusions qui peuvent en être tirées. Donc, comment vous allez le présenter? Le titre et le résumé. Parce que le mémoire, il nous faut un titre et un résumé. D'accord? Parce que les années précédentes, mais quand nous, aussi, on a fait les mémoires, les résumés, mais ça fait 2 ou 3 ans, on le fait systématiquement et c'est compté flanant à le mémoire. D'accord? Parce que c'est une obligation de faire un résumé. Donc, ce résumé doit être concis, informatif. Donc, mais il doit donner le maximum d'informations. Donc, il va nous préciser l'objectif de l'étude, les éléments méthodologiques, ça veut dire la population d'études, la méthode que vous avez utilisée et les résultats essentiels qui ont été obtenus suite à votre étude. Et bien sûr, il doit être compréhensible. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Le résumé doit être contenu dans votre mémoire. Ensuite, vous avez l'introduction. Donc, le mémoire, en général, vous avez l'introduction, bas de matériel et méthode, résultats, discussion, conclusion, bibliographie. Donc, l'introduction, c'est le bilan des connaissances déjà acquises sur le thème traité afin de situer le contexte de l'enquête et son apport spécifique. Donc, l'introduction doit comprendre tous les éléments de synthèse que vous avez pu, on va dire, avoir en esprit lorsque vous avez fait votre recherche bibliographique. Donc, vous allez introduire votre travail. Comment vous allez l'introduire? Vous allez l'introduire sur le plan spatial, d'accord? Vous allez le situer sur le plan temps. D'accord? Donc, vous évoquez, est-ce que c'est une étude est-ce qu'il y a eu déjà des études qui ont été faites? Je donne juste un petit exemple. Lorsque vous allez parler d'aménagement de poste de travail chez les peintres, l'introduction dialogue, les aménagements de poste. C'est quoi l'aménagement? C'est quoi l'aptitude? D'accord? C'est très important. Vous allez introduire le travail, l'aménagement de poste. Donc, parler un peu de l'aptitude, parler sur aussi le secteur que vous vous êtes intéressé. Donc, les peintres, donc dans l'entreprise de peinture, je veux dire. Donc ça, c'est l'introduction dialogue, parler un peu sur les données s'il y a par rapport à ces aménagements de poste, le même secteur d'activité. Pour ceux qui vont parler sur les troubles du sommeil, le travail posté, parler un peu dans le sens, mais j'ai aussi une définition, l'introduction, genre parler de façon sommaire, d'accord? C'est une synthèse. D'accord, une synthèse du domaine que vous abordez, l'introduction. L'introduction vers la fin, il faut toujours parler de la problématique comme les objectifs. D'accord? Qui marque comme la problématique, c'est les questionnements, c'est la question qui vous a poussé à faire ce travail. Là, je me suis intéressée au stress chez les téléopérateurs parce que les visites périodiques, il y a eu beaucoup de plaintes.
Je veux savoir les plaintes, je veux avoir la prévalence du stress, d'accord? Ou là, je veux connaître quels sont les facteurs de risque qui poussent les téléopérateurs à avoir un stress, d'accord? Donc, on a une idée, tout dépend de vos objectifs, mais lazim تكون كاينة une problématique dans votre introduction et les objectifs que vous vous êtes fixé à atteindre à la fin de votre travail. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. Oui. Oui, bien sûr. D'accord. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. Donc, deuxièmement, vous avez le matériel et méthode qui marquent comme, donc vous parlez sur la population d'études, choix des groupes observés, méthode de sélection, est-ce que c'est exhaustif ou l'échantillonnage l'échantillonnage, comment vous allez le faire. Vous avez la méthode utilisée, donc est-ce que c'est une étude exhaustive, étude transversale, exposée, non exposée, cas témoin, d'accord? Et تهضروا على les données. Donc, بدأ qu'on fait le mémoire, qui نهضروا على matériel et méthode, تهضروا على la population, la méthode que vous avez utilisée et qui ont données recueillies, c'est les méthodes, c'est le matériel, c'est la méthode aussi que vous avez utilisée. Donc, questionnaire, qui m'a les fiches de recueil de données, et vous parlez aussi sur l'analyse de vos résultats. Donc, la saisie et l'analyse a été faite par un logiciel SPSS ou le logiciel R et tout. Donc, tout ça doit être contenu dans votre rapport. Enfin, les résultats, il faut, la partie résultats, présenter que les résultats. Donc, rien que les résultats. Me présenter les résultats, discussion en même temps. D'accord? Parce que IMRED, c'est comme ça, introduction en matériel et méthode, résultats, discussion. Donc, les résultats, ou la discussion, il ne faut pas les mélanger. Les résultats, soit vous les présentez tableau, graphe, bien sûr, mais chez tableau, ou le graphe, d'accord? Tableau, graphe, non. Il faut choisir la méthode de présentation de vos résultats. De préférence, si vous choisissez les tableaux, faites tableau du début vers la fin. Bien sûr, selon la variable, parce qu'il y a des variables que vous pouvez présenter sous forme de tableau, sous forme de graphe. Bon, il y a quand même, vous pouvez les présenter en tableau. Si vous choisissez les graphes, il faut les faire selon le type de variable. Je pense qu'elle comme dit Dr Bacha. Là. Elle est aussi comme les variables. Non? On en a parlé. Elle en a parlé. Donc, elle est belle comme qu'il y a une variable Jim Doura. Les 10 sous forme de bâtonnet, vous le savez ça. Je fais bâtonnet plissé ou bâtonnet séparé. Non, on prend comme on prend en considération moi, pour le mémoire, si je trouve quelqu'un où il fait une présentation graphique d'une variable qui n'est pas adaptée, je ferai la remarque. Parce que là, vous le faites les cours comme statistique. Donc, la présentation des résultats, comme il faut respecter comment les résultats doivent être présentés. D'accord? Vous présentez que les résultats. Ou mettez le tableau ou le graphe. Soit vous choisissez de faire le tableau, soit vous choisissez de faire le graphe. Mais aussi, vous menez les normes. Je vous parle, les normes de présentation, on ne présente pas des résultats deux fois. On les présente une seule fois avec une seule présentation. Soit je fais le tableau, soit je fais le graphe. Parce que les résultats, on peut les lire sur les deux. Vous mettez un tableau, je peux le lire. Vous mettez un graphe, je peux le lire. D'accord? Je n'ai pas besoin des deux. Ça va encombrer votre mémoire. Donc, la discussion, par contre, donc j'ai présenté mes résultats, je vais discuter mes résultats. Ça, c'est la partie la plus importante que je vous invite à faire soigneusement. D'accord? Quand Zafi s'attarde tout ce qui est, tout ce qui est méthode et matériel et donc le résultat, la discussion, c'est pour des discussions qui ne sont pas très riches. Des fois, je comprends parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Mais même celle qui va travailler sur les aménagements de poste, vous allez trouver au moins des mémoires. Déjà, aménagement de poste,
entreprise واقيلا كاين déjà كاين bon ماشي entreprise كاين hôpital على بالي كاين deux hôpitaux qui ont fait des résidents des mémoires على les aménagements de poste mais كاين في les entreprises واقيلا كاين même واحد عنده aménagement de poste entreprise donc انت شويه tu seras limité في ta discussion parce qu'il y a pas beaucoup mais les autres عندكم les TME sont milieu hospitalier كاين des thèses TME sont milieu hospitalier d'accord donc il y a de la discussion il faut enrichir votre discussion et l'enrichissement de la discussion vient d'une bonne recherche bibliographique. La discussion d'IECOM, l'analyse, d'abord, vous commencez par discuter des résultats. Le début, c'est d'abord discuter aussi votre méthode. D'accord? Quand on fait une recherche, une étude épidémiologique, ou quand on travaille dans la recherche, il faut avoir l'esprit critique et s'auto-critiquer. Ça veut dire s'autocritiquer, mettre en avant les points positifs, comme aussi mettre en avant les points négatifs. Donc, dans votre discussion, il faut que votre discussion commence par les limites de votre étude ou là par les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre étude. Par exemple, si vous choisissez une méthode qui rend difficile le recueil des données, ou là, où vous ne pouvez pas avoir toutes les données, ou bien, par exemple, au cours de votre étude, il y a eu un changement de l'entreprise et on vous a limité l'accès. Ça aussi, il faut le mentionner, les limites de vos études. D'accord? Donc, tout ça, il faut le mettre dans votre discussion fait début. D'accord? Donc, c'est très important de faire apparaître les points positifs et les points négatifs. D'accord? Bien sûr, pour la discussion, il faut répondre aux questions initialement posées. Confrontation aux résultats d'autres études comparables. Comme il faut faire une bonne recherche bibliographique pour avoir le maximum d'études. Bien sûr, intérêt des résultats acquis. Oh, excusez-moi, Google Meet, donc intérêt des résultats acquis par l'enquête par rapport à ceux qui sont déjà connus et l'extension des résultats à l'ensemble de la population observée et le cas échéant à d'autres populations. Donc, c'est plutôt lorsqu'on fait des études à grande échelle et on prend un échantillon, le résultat obtenu, on va dire est-ce qu'on peut l'étendre à l'ensemble de la population observée. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. Vous n'avez pas de questions? C'est un peu clair dans votre tête. Comment vous allez aborder votre mémoire? Ouh là là là. Dites-moi. Oui, c'est clair. Ça va de mieux en mieux. Ah, ça va de mieux en mieux. Très bien. Bon, je termine par la structure d'un article scientifique. Donc, normalement, c'est la structure IMAD. Donc, lorsque vous voulez publier votre article, parce que tout travail scientifique mérite d'être publié et mérite d'être mis en avant. D'accord? Donc, l'introduction, je vous ai dit ce qu'on le sait sur le thème, le pourquoi, ce que l'on ne sait pas, le pourquoi, ce qui a amené à poser la question, l'hypothèse et la question. Par rapport à l'introduction, c'est très important. L'introduction, la problématique. Pourquoi vous vous êtes posé cette question? Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce thème? D'accord? Les méthodes qu'observons-on? Comment observe? Donc, quand on dit qu'observons-on, c'est la population. Comment observons-on? Quels sont les outils ou les éléments à chercher? D'accord? Y a-t-il une intervention? Laquelle? Critères d'évaluation principal et critères secondaires? Comment peut-on traiter les données sur le plan statistique? Comment sont documentés et le nombre de sujets nécessaires? D'accord? Il y a normalement avant de commencer votre étude, d'accord, le recueil des données qu'on nous déjà tous les objectifs, le matériel et les méthodes. D'accord? Normalement. Mais je pense que personne ne me resserre. Jusqu'à présent. Qu'est-ce que je fais quand je suis à la mémoire d'Yalo? Ah oui, je suis là. Non? Ah ouais, même les amis qui sont Il y a vraiment des bouts de phrases. Très bien, c'est bien. Du moment que vous avez une idée ou la dit comme une petite phrase, il faut la rédiger. D'accord? Il ne faut pas attendre la fin pour faire la rédaction. Donc, essayez de faire votre rédaction au fur et à mesure.
Donc, bien détailler le plan d'analyse des données, demander de l'aide pour le traitement statistique et comme ça serait bien que vous soyez accompagné par des épidémiologues, tester les questionnaires, le recueil des données et à chaque étape procéder aux modifications nécessaires. Les résultats, rien que les résultats, d'accord? Des faits, pas d'opinion, mais des bécons. Donc, quand vous allez présenter votre résultat, m'attachez un avis. Nous avons retrouvé ça et ça. Nous avons retrouvé ça et ça. 25%, 30%. Il ne faut pas donner un avis sur les résultats. D'accord? Donc, pas d'interprétation. Examiner les résultats. Donc, les résultats seront examinés une seule fois sous forme de texte, de tableau ou de figure. Les tableaux ou les figures doivent être titrés et compréhensibles sans le texte. Les tableaux sont numérotés en chiffres arabes et appelés dans le texte. Tous les résultats doivent être donnés. Certains peuvent être mis en annexe. D'accord? Donc, c'est comment vous allez présenter. Ensuite, la discussion, partie la plus délicate, d'accord, et qui reflète le mieux la qualité de votre travail. D'accord? Nous, personnellement, les mémoires, je m'attarde beaucoup sur la discussion parce que la discussion, est-ce que le résident maîtrise son thème ou là? D'accord? Est-ce qu'il est vraiment intéressé par le thème qu'il fait ou il le fait pour le faire? D'accord? Donc, il faut préciser qu'il marque comme les forces et les faiblesses du travail, la comparaison et des hypothèses proposées aussi, la discussion, proposition pour l'avenir. Donc, tout ce qui est recommandation, on peut me le mettre sur la discussion. D'accord? Comment vous allez rédiger votre mémoire? Donc, en français, sans faute d'orthographe, phrase courte, précis et rigoureux. Environ, il ne faut pas la mettre les études épidémiologiques. Donc, le terme environ, parce que du moment qu'on est censé être des personnes, ou là, on va dire des chercheurs et des scientifiques, environ. Noir, blanc. D'accord? Bien sûr, l'idée principale de la phrase contenue dans les premiers mots, l'idée principale du paragraphe contenu dans sa première phrase. Je pense que supprimer le mot tel qu'en effet. Par contre, en revanche, pas de phrase sans verbe et faites relire votre travail par plusieurs personnes. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Bon, en général, c'est votre encadreur qui va le revoir pour tout ce qui est, pour vérifier tout ce qui est erreur d'orthographe et tout. D'accord? Donc, le titre choisi en dernier, bien sûr, annonce avec concision le contenu de l'article, mais bon, qui m'entoure par rapport à votre mémoire, il faut choisir un thème. Le titre doit comprendre une orientation dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire troubles du sommeil chez une population de travailleurs au niveau d'une entreprise de la région est d'Alger, de la région ouest d'Alger, ou là dans une entreprise de fabrication de peinture. Évitez, s'il vous plaît, de préciser le nom des entreprises. D'accord? Voire même ne pas le mettre. Il ne faut pas le mettre dans vos mémoires. Les titres, les mémoires, comme le nom de l'entreprise. Vous pouvez juste préciser quel secteur d'activité et vous pouvez préciser région Est ou Ouest d'Alger. D'accord? Mais il ne faut pas mettre le nom de l'entreprise. D'accord? Même si vous avez l'accord. C'est pas très. Y compris dans le corps de l'étude. Là, le corps de l'étude. Moi, je suis plutôt. J'aime pas vraiment dans le corps de l'étude, même si vous avez l'accord. Du moment que vous allez dire, l'entreprise, ce qui nous importe, trop les nappes, ou la une autre entreprise, ça ne va pas avancer grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est le secteur d'activité de l'entreprise et que fait l'entreprise. D'accord? D'accord. Donc, تقولي لي انا بولا باليش واش كاين هذه تاع agroalimentaire تقولي لي انا vous êtes où docteur Rihani? Vous êtes de classe? Ah, je me disais, il y a agroalimentaire عندك lu ولا jus رويبه je pense. Donc انا واش عندهم رويبه ثاني عندهم lu NCA يا رامي NCA يا رامي انسيه مازالها ماشي قالوا راحت رامي مازالها سي رويبه سي جو رويبه du coup donc vous pouvez il y a de préférence il faut pas le citer même le corps moi j'aime
pas vraiment quand on cite, qui travaillent les études, par exemple en France, quand ils font des études, avant de faire une étude épidémiologique pour les résidents, pour leur mémoire, parce que pour les médecins généralistes, qui bon, monsieur généraliste, les 6 ans, ils font un mémoire, d'accord? On va dire quand ils passent l'internat, par exemple, je donne l'exemple de la médecine du travail. عندهم un mémoire le fin d'études en tant que عندهم le résident. Pour faire les mémoires, ils passent par le conseil d'éthique. C'est pas du tout la même chose pour nous. D'accord? Donc, quand vous allez étudier, vous allez faire de la recherche bibliographique, vous allez trouver dans leurs études, ils citent les entreprises. Parce qu'ils ont des accords préalables avec le conseil d'éthique. Donc, ils peuvent les citer. Non, même si l'entreprise vous donne l'accord pour publication, est-ce qu'elle vous donne l'accord pour publier, pour citer son nom? Donc, sur le plan éthique, est-ce que l'accord, c'est aussi pour publier ou là, c'est juste pour faire le mémoire? Donc, c'est pour ça que moi, je conseille les résidents de ne pas citer le nom de l'entreprise. Citez juste. Tout dépend de la relation à l'entreprise. Si c'est une relation, ça se passe bien, l'accord oral suffit, mais l'accord écrit, c'est mieux. Parce qu'on ne sait jamais d'être directeur ou là, au moins, avec un accord écrit. D'accord? Mais il y a de préférence, en général, on fait des accords écrits. Genre un accord officiel dans le cadre d'une étude épidémiologique. Bon, en général, les entreprises ne refusent pas. Mais bon, du principe, vous avez l'accord oral, c'est déjà bien. D'accord? Mais je vous invite à éviter de mettre le nom des entreprises dans vos mémoires. Précisez juste, c'est mieux. D'accord? Donc, bien sûr, le résumé doit être informatif et structuré, il doit être au maximum 300 mots, but de l'étude, le protocole, les critères de jugement principal, résultat et la conclusion. D'accord? Bien sûr, tout travail scientifique doit être toute étude épidémiologique doit être bien sûr à la fin. Lorsque vous avez fait de la recherche, il faut mettre en avant votre recherche bibliographique. Donc, ça veut dire les références. D'accord? Par exemple, vous avez fait l'introduction des données, d'accord? Des informations recueillies des études. Donc, il faut référencer les données que vous avez énoncées dans votre travail. J'ai comparé mon étude à une étude publiée en France qui date de ça. Donc, il faut à la fin de mon travail, je trouve la référence bibliographique de cette étude. D'accord? C'est la bibliographie. La bibliographie, elle en général, le milieu médical, il y a les recommandations de Vancouver, d'accord, qui définit comment référencer les données ou les références bibliographiques. Donc, les normes de rédaction des références bibliographiques. D'accord? Est-ce que tu sais quoi la bibliographie? Oui. Donc, la fin de la mémoire la bibliographie rédigée selon les normes de Vancouver. Préférentiellement parce que Vancouver, elle fait référence aux articles scientifiques. Elle est utilisée pour tout ce qui est publication scientifique. D'accord? En récapitulatif par rapport aujourd'hui, donc, posez les bonnes questions pour démarrer l'enquête. Réaliser une revue de la littérature sur la question. C'est très important pour faire votre introduction, partie théorique et discuter vos résultats. Formuler les objectifs et les hypothèses précises. Vérifier la faisabilité technique. D'accord? Rédaction du protocole détaillé. Vérifier le respect des procédures réglementaires et prendre en compte les aspects éthiques de l'étude. Le recueil des données. L'analyse statistique, communication et publication des résultats vers les communautés scientifiques, partenaires, sujets ayant participé. D'accord? Donc, ça veut dire les résultats comme les entreprises que vous avez où vous avez fait l'étude avec les recommandations. D'accord? Et tout cela doit être fait en suivant les bonnes pratiques de la rédaction médicale.
Sur ce, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes encore là? Éventuellement revenir vers vous si au cours du travail, on aura des questions. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous avez mon adresse mail, d'accord? Vous pouvez revenir vers moi si vous avez des questionnements, si vous vous êtes posé des questions, il n'y a aucun problème. Moi, je fais le TD sur la bibliographie. Je ne sais pas ce que c'est programmé les services. Je peux vous faire un TD sur la... Je ne sais pas ce que les services CAMEL ils font normalement, le TD à la comment rédiger les références bibliographiques à Vancouver. Pour ceux qui يعرفوا يميتريزيو شوية كاين في الوورد. كاين le logiciel يمشي مع الوورد. EndNote ou la Zotero. Zotero, il est mieux. EndNote aussi, il est jusqu'à la 5e version. D'accord, donc vous pouvez être mobile pour les références bibliographiques, mais même pour votre mémoire, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Comme l'adresse mail d'y aller, envoyez-moi votre question, je répondrai dans les plus brefs délais. En moyenne, répondez la journée, Anna. Et je vais me renseigner, on répondait quand. D'accord? Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. On va... si vous l'appelle, mais si je l'appelle. C'est quoi si présent? Non, je vérifie la